Mesdames et messieurs, bonsoir. Si vous êtes ici, c'est que vous voulez davantage d'informations concernant les différents types de contrats de travail. Alors, sans plus attendre, c'est parti. Rappelons tout d'abord la définition du contrat de travail. C'est le contrat conclu par un employeur et un salarié, par lequel le salarié s'engage à réaliser une prestation de travail en échange d'une rémunération, le tout sous la subordination de l'employeur. Cette définition jurisprudentielle est une définition générale. Cependant, les réalités économiques font qu'il a été nécessaire de créer différents types de contrats de travail pour répondre à différents impératifs. Il s'agit donc ici de présenter un panorama général des différents types de contrats de travail qui existent, et pour ce faire, on va analyser successivement le contrat à durée indéterminée ou CDI, puis les contrats dits précaires, notamment le CDD ou l'intérim, avant de s'intéresser à quelques clauses contractuelles que l'on retrouve régulièrement dans tous les types de contrats de travail, et je vous propose de voir ça ensemble. Votre proposition est intéressante et elle me tente. Commençons par le commencement et par les différents types de contrats de travail. À ce titre, on distingue le CDI ou contrat à durée indéterminée de tous les autres contrats qu'on appelle contrats précaires. Pour l'instant, je suis d'accord. Le CDI, tout d'abord, est comme son nom l'indique, un contrat conclu à un moment où les parties ne sont pas en mesure de savoir quand le contrat prendra fin ni pourquoi. S'il est évident et certain que le contrat prendra forcément fin un jour pour cause de licenciement, de démission, de départ à la retraite ou autre, on ne sait en revanche pas à quel moment interviendra la fin de ce contrat. Cette situation offre un confort évident pour le salarié qui dispose ainsi d'une stabilité économique et d'une sécurité juridique. Par conséquent, la loi est faite de telle manière que la conclusion des CDI est encouragée. C'est d'ailleurs aujourd'hui et de loin la forme la plus répandue de contrat de travail en France. Néanmoins, les réalités économiques font qu'il n'est pas toujours possible pour un employeur de recourir à ce type de contrat en particulier. C'est pour cette raison qu'il existe des contrats de travail dits précaires. On les appelle ainsi car ils n'apportent pas la même sécurité juridique aux salariés. Ces contrats le placent dans une situation de précarité. On parle de contrat précaire dans deux hypothèses. Premièrement, soit quand la durée du travail est inférieure à 35 heures par semaine, c'est ce qu'on appelle un contrat à temps partiel, soit quand le contrat n'est pas conclu pour une durée indéterminée, et c'est plutôt ça qu'on va étudier. Comme on l'a dit précédemment, la loi est conçue pour favoriser le CDI. Par conséquent, le recours au contrat précaire n'est possible que dans certains cas prévus par la loi, remplacement d'un salarié absent, surcroît temporaire d'activité économique ou emploi saisonnier pour citer les cas principaux. De plus, la loi interdit également formellement le recours au contrat précaire dans certains cas précis, pour remplacer un gréviste par exemple, pour des travaux très dangereux ou après un licenciement économique d'une autre personne. Enfin, des règles spécifiques aux contrats précaires ont été créées. Elles limitent par exemple leur durée à 18 mois, sauf quelques exceptions. Elles limitent le nombre de renouvellements possibles à 2, ou elles prévoient une indemnité de précarité pour le salarié à la fin de son contrat. Que demander de plus, sérieusement? Entrons maintenant un peu plus dans le détail des différents types de contrats précaires. Premier cas, le plus connu et le plus fréquent, le CDD pour contrat à durée déterminée. Dans cette hypothèse, au moment de la conclusion du contrat, les parties sont en mesure de dire à quel moment la relation de travail prendra fin. Si la date exacte est connue, on parle de termes précis pour désigner cette date de fin de contrat. Si seul le moment de la rupture est connu, mais pas la date exacte, par exemple le retour du salarié remplacé, on parle alors de termes imprécis. Le CDD est obligatoirement un contrat écrit qui doit indiquer notamment explicitement le motif juridique qui justifie que l'embauche se fasse en CDD et non en CDI. Deuxième cas, le contrat de travail temporaire ou CTT, également appelé contrat d'intérim. Il s'agit d'une situation particulière où le salarié est recruté par une entreprise appelée agence d'intérim qui va ensuite mettre ce salarié à disposition d'une troisième personne juridique qu'on appelle l'entreprise utilisatrice. Il y a donc un contrat de travail entre le salarié et l'agence d'intérim, un contrat commercial de mise à disposition entre l'agence d'intérim et l'entreprise utilisatrice, et enfin une lettre de mission entre l'entreprise utilisatrice et le travailleur temporaire. Ça permet à l'entreprise utilisatrice de bénéficier de ressources humaines sans avoir à assumer les responsabilités qui incombent à l'employeur. La responsabilité et surtout de la tâche morale qui lui décombe. Qui lui décombe et surtout qui lui incombe. Troisième hypothèse, les contrats saisonniers. Ils ressemblent beaucoup au CDD, mais leur motif est lié à une activité qui n'existe que sur certaines parties de l'année. On
peut citer notamment les activités agricoles, qui dépendent évidemment des saisons, ou les activités touristiques, avec les stations balnéaires, très actives l'été, et les stations de ski, très actives l'hiver. Certaines règles spécifiques aux contrats saisonniers, comme la reconduction automatique ou l'aménagement de l'indemnité de précarité de fin de contrat, permettent de distinguer le contrat saisonnier du CDD classique. Enfin, un cas particulier existe avec le CDI de chantier, spécifique au domaine du bâtiment ou de la construction navale. Ces contrats, qui sont encore très rares, permettent d'embaucher les salariés pour des missions de très longue durée. On est donc sur un régime juridique à cheval entre le CDI et le CDD. C'est quand même bien fait. Afin de finir cette présentation générale, parlons maintenant de certaines clauses spécifiques au contrat de travail qu'on va retrouver dans différents contrats de travail, que ce soit des CDI ou des CDD d'ailleurs, notamment la clause de mobilité, la clause de non-concurrence ou la très à la mode clause de télétravail. La clause de mobilité, tout d'abord, est la clause ayant pour objet de faire accepter par avance aux salariés le principe d'un possible changement de lieu de travail. Le lieu de travail, c'est-à-dire le lieu où le salarié exerce habituellement son activité professionnelle, est en principe négocié par les parties, puisque c'est un élément essentiel du contrat. Cependant, ces mêmes parties peuvent convenir, grâce à une clause de mobilité, que le salarié s'engage à changer de lieu de travail sur demande de l'employeur si l'activité le nécessite. Compte tenu des grandes conséquences d'une telle clause pour le salarié, sa validité est soumise à 4 conditions. Les lieux que le salarié peut être amené à rejoindre doivent être définis à l'avance et avec précision. La clause ne peut être invoquée par l'employeur que dans l'intérêt de l'entreprise. L'employeur doit prendre en compte la situation personnelle et familiale du salarié. Et il doit également respecter un délai de prévenance raisonnable pour permettre au salarié d'organiser son changement de lieu de travail et le changement de sa vie personnelle. Deuxième hypothèse, la clause de non-concurrence. Ah oui, c'est super. Qu'est-ce que c'est? Définition, c'est la clause qui interdit au salarié d'être recruté par une entreprise concurrente ou de créer sa propre entreprise concurrente après la fin de son contrat chez son actuel employeur. C'est donc une clause signée en même temps que le contrat de travail, mais qui ne s'applique qu'après. Là encore, cette clause a de lourdes conséquences pour le salarié qui, s'il l'accepte, se retrouve pénalisé dans sa recherche d'un nouveau travail ou limité dans son droit de créer une entreprise. Par conséquent, des règles de validité strictes ont là aussi été prévues. L'interdiction doit être limitée dans le temps et dans l'espace. Elle ne peut porter que sur les activités concurrentes de celles de l'ancien employeur. Elle doit être invoquée dans l'intérêt de l'entreprise. Et elle prévoit enfin une contrepartie financière. L'ex-employeur paye son ex-salarié pour qu'il ne lui fasse pas concurrence. Dernière clause enfin, le télétravail, qui permet à un salarié d'accomplir son activité professionnelle directement depuis son domicile. Cette forme de travail est en développement grâce aux nouvelles technologies et au Covid-19. Elle doit faire l'objet d'une négociation entre l'employeur et le salarié qui restera de toute façon prioritaire pour retrouver un poste en présentiel dans l'entreprise. Attendons de voir quelles évolutions juridiques en la matière pourraient découler de la crise sanitaire. Pour information, d'autres clauses sont fréquemment rencontrées dans le contrat de travail, citons notamment la clause de période d'essai, qui permet en début de contrat à l'employeur et au salarié de tester la relation de travail et éventuellement d'y mettre fin de façon anticipée, sans accomplissement de lourdes formalités. Mesdames et messieurs, voilà qui met fin à cette synthèse. Merci beaucoup pour votre attention. Attention que j'attire sur les quelques points suivants et notamment sur le fait que ceci n'est qu'une synthèse qui n'entre pas dans le détail de toutes les notions indispensables et que vous devez approfondir pour vos révisions. Sur ces bonnes paroles, je vous laisse et comme disait l'autre... Allez, à ciao, bonsoir.